Donc, salut à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver tous pour ce live, premier live TPC de 2022. Du coup, toute l'équipe est là pour fêter ça. Vous pouvez avoir une ribambelle de tronches sous vos yeux. Et surtout, on a la chance d'avoir aujourd'hui la A-Team de Open Classroom avec nous pour parler orga produit. Alors, ils ont itéré depuis 12 mois environ, hein, vous me direz si je me trompe, sur orga produit. Toute l'organisation de la tech, au design, en passant par le produit. Et donc, ce Rex va être très, très riche en enseignement. Je fais rentrer un peu tout le monde et en attendant que tout le monde arrive, je vous donne quelques news sur TPC. On a dépassé les 4000 membres en décembre. Ça commence à faire une belle communauté. Donc, merci à vous tous et à tous les product managers, product designers dans la tech qui ne sont pas encore membres, la porte est ouverte. Concrètement, ce que vous pouvez avoir via The Product Crew, c'est, voilà, on appelle, je vais mettre en pause. Ce que vous pouvez avoir avec The Product Crew, c'est des événements comme ceci, en live et en physique. On vous envoie aussi tous les mois du contenu métier, product et design, de la matière pour développer votre carrière en product, et évidemment des sessions de recrutement tous les mois qui vous permettent de matcher sans les contraintes des CV, lettres de motivation ou autres, avec nos 200 partenaires tech, pour en citer que quelques-uns, Conto, Frishti, Ornicar, Jelly-Smack, on a les Startup Defenders et beaucoup d'autres. Ça vous donne aussi accès au marché caché, puisqu'on a en ce moment 80 positions ouvertes ce mois-ci, et tout est gratuit, évidemment. Donc, Pauline va vous mettre dans le chat tous les liens utiles pour rejoindre la communauté si ça vous intéresse. Et je vois qu'on commence à être vraiment très nombreux, donc on va pouvoir lancer le live avec Lucie et Lys qui vont nous présenter cette masterclass pendant la première demi-heure. Et après, on aura un peu de temps pour échanger. Du coup, n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat pendant la présentation et on vous donnera le mic à la fin pour les poser. Je précise que Mehdi s'est engagé à offrir des NFT à toute personne qui posera une question. Un NFT The Product Crew unique. Donc, voilà, posez des questions. Allez, c'est parti, à vous, Ulysse et Lucie. Je vous laisse le mic. Merci Mathias. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien. Peut-être juste avant de... Cool, merci. Juste avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter rapidement avec Ulysse. Donc moi, c'est Lucie. Je suis product designer chez Open Classrooms et je travaille chez Open Classrooms depuis 2 ans et demi maintenant. Et je laisse Ulysse faire sa petite vidéo. Bonjour à tous, je suis Product Manager chez Open Classroom depuis maintenant 3 mois et je travaille dans la même squad que Lucie. Oui, voilà, on travaille dans la squad Student Experience, donc celle qui s'occupe de l'expérience de nos étudiants, voilà, pour les anglais LV3. Aujourd'hui, on vous propose un retour d'expérience sur notre process, le process qu'on applique chez Open Classrooms. L'idée, c'est de vous expliquer un peu comment on a réfléchi pour utiliser le fait qu'on travaille en squad et donc qu'on travaille avec plusieurs métiers différents, plusieurs expertises différentes, plusieurs façons de penser différentes. Et puis qu'on a réfléchi aussi pour s'assurer qu'à chaque sprint, chaque mise en ligne, on livre toujours un petit peu de valeur, un petit incrément de valeur pour l'utilisateur final. Peut-être avant, quelques mots sur Open Classrooms pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est une école en ligne. On est aussi une entreprise à mission. On fait partie des entreprises B Corp. Donc, les entreprises B Corp, c'est celles qui répondent à certaines exigences sociétales et environnementales. Et notre mission, c'est de rendre l'éducation accessible. Et ça se traduit pour les prochaines années, surtout dans la formation aux compétences et aux métiers qui sont en tension, donc c'est-à-dire ceux qui recrutent beaucoup. Historiquement, ça a commencé avec le développement web. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi aussi design, data, product management, marketing, ressources humaines, ce genre de métiers. Donc voilà, donc on fait des formations pour ces métiers-là, pour ces compétences-là. Et on est aussi un centre de formation pour les apprentis. On a beaucoup d'apprentissage. En France, on est le premier CFA pour les métiers du numérique.
Quelques petits chiffres. Sur notre plateforme, on a 650 cours gratuits, donc dans les domaines dont je vous parlais. On a une soixantaine de parcours diplômants. On a 300 000 utilisateurs par mois, donc c'est-à-dire ceux qui consomment au moins le contenu gratuit. Et actuellement, sur Open Classrooms, on a 12 000 étudiants et étudiantes qui sont en formation. Pour vous donner une idée un peu de comment on est organisé, le produit chez Open Classrooms, c'est 3 grands blocs qui donc, sont chapeautés par la CPO. On a le bloc product, qui est peut-être ce qu'on entend plus classiquement dans notre domaine comme le produit, c'est-à-dire product management, product data, product marketing. On a la tech, je vais revenir un peu dessus, et on a un bloc qui est très particulier à notre domaine d'activité, qui est l'équipe qu'on appelle Learning, c'est-à-dire celle qui s'occupe de concevoir les cours et les formations. Puisque notre produit, c'est avant tout nos formations. Donc, on a une équipe dédiée qui conçoit tout ça. Et j'ai mis quelques équipes de ces grosses équipes qui sont celles qui nous intéressent aujourd'hui. Il y en a d'autres, évidemment. Mais donc dans l'équipe product, on a l'équipe product management, dont Luis fait partie. On a aussi de la product data. Et dans l'équipe tech, on a une équipe qui s'appelle Solution Management, qui est les Solution Managers, c'est un poste un peu hybride entre ce qu'on entend souvent par Product Owner, donc chargé de la delivery, de la roadmap, de s'assurer que toutes les équipes ont de quoi travailler. Et ils ont quand même aussi donc hybride parce qu'ils ont un pendant plus création de la solution. On verra ça un petit peu dans le process plus tard. Donc, on a aussi le product design qui, chez Open Classrooms, fait partie de la tech. On est product designer, UX researcher et UX writing dans cette équipe. On a l'équipe engineering, donc les développeurs et développeuses, et l'équipe quality. Comme je disais, on a d'autres équipes. Je ne rentre pas non plus dans le détail du bloc learning. Désolée, j'ai eu un petit écho de quelqu'un. Mais voilà, c'est les équipes qui nous intéressent parce que, pour vous expliquer donc nos squads, on en a 9 chez Open Classrooms, elles sont un petit peu toutes composées de la même manière. Donc, on a un ou une product manager, un ou une solution manager, donc le rôle que je détaillais un petit peu plus dans la slide d'avant, un ou une product designer. On a aussi un petit groupe de développeurs, développeuses par squad. En général, c'est 4, 2 front-end, 2 back-end. Ça peut un peu varier selon les squads. Et parfois, il y a besoin d'un ratio back-end ou un ratio front-end un peu plus important. Et un ou une quality engineer. En transverse, on a aussi des UX writers et des product data analysts qui ont souvent plusieurs squads dans leur scope. Et donc, maintenant que vous avez un petit peu en tête notre organisation, je passe un peu le micro à Ulysse pour qu'on rentre plus dans le concret de notre process. Ouais. Je vais vous présenter notre process produit, c'est-à-dire en fait l'ensemble des étapes par lesquelles une initiative va passer jusqu'à sa mise en ligne. C'est-à-dire toutes les étapes au cours de laquelle les différents membres de la squad que Lucie a présenté vont intervenir. C'est un process qui n'a pas été construit du jour au lendemain. C'est même un process en fait qu'on construit et qu'on fait évoluer en continu. Peu de la même manière qu'on fait évoluer un site ou une app, ce process, on va l'améliorer de manière agile. Il a beaucoup évolué en 2021. Il a été construit en fait à partir d'étapes qui existaient déjà et on a ajouté de nouvelles étapes pour répondre à des nouveaux enjeux. Alors, ce nouveau process, il va répondre à trois gros besoins. Chez Open Classroom, on est très user-centric, enfin, je dirais même plutôt student-centric. Et ce process va chercher à maximiser l'impact qu'on va avoir, l'impact du produit, que le produit va avoir sur les étudiants. Ce process, il va également chercher à répondre à un besoin de structure. Donc, on a connu une très, très forte croissance en 2021.
Pour vous donner une idée, les équipes tech sont passées de 43 personnes à 110 personnes et l'équipe product management est passée de 4 à 24 personnes en un an. Donc, très forte croissance. Donc, les process qui fonctionnaient auparavant ne fonctionnaient plus ou n'étaient plus, en tout cas, optimaux. Et enfin, ce process, il va être garant de la livraison de valeur en continu. On va avoir ce process comme garde-fou pour s'assurer qu'à chaque sprint, on va avoir de l'impact sur les étudiants. Alors, comment est construit ce process? Ce process est construit en 3 grandes parties. On va avoir une initiative. L'initiative, ça vient en face ce qu'on appelle l'initiative va venir en face des pain points qu'on a identifiés. De cette initiative va découler une solution qui a pour objectif de répondre aux pain points qui ont été identifiés. Et la solution va être découpée en blocs qui sont des itérations qui ont pour objectif chacune de livrer de la valeur intermédiaire et qui vont éventuellement répondre aux pain points de manière différente. Commençons par le début et là maintenant je vais vous expliquer un peu plus en détail les différentes étapes par lesquelles passe une initiative lors de son cycle. Donc comme je disais, une initiative elle va chercher à répondre à des problèmes sous-jacents et ces problèmes-là, ces idées on va dire, peuvent venir de partout dans l'entreprise. L'idée c'est de se dire que n'importe qui dans l'entreprise peut avoir une bonne idée, que ce soit les PM, que ce soit les stakeholders, que ce soit les clients, les étudiants. Tout le monde peut nous faire parvenir une idée et on va l'inscrire dans une boîte à idées sur laquelle on passe de manière régulière pour évaluer deux critères. Est-ce que l'idée est pertinente avec la stratégie d'entreprise et est-ce que l'idée est pertinente avec le marché? Si c'est le cas, on va pouvoir l'inscrire en fait, dans ce qu'on appelle le radar. Donc le radar, ça va être une sorte de pool dans lequel pool d'initiatives qu'on va venir nourrir avec des insights qu'on va récolter au fil de l'eau. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait pendant 1 ou 2 jours. C'est plutôt, on va faire ce qu'on appelle une night discovery, mais qu'on fait plutôt au fil de l'eau. On va venir collecter des signaux de marché. Donc, ça peut être par exemple un white paper qu'on va trouver, ça peut être des user insights qui nous seront montés, ça peut être un concurrent qui fait un move et du coup, ça va venir nourrir cette initiative. On va également vérifier l'alignement avec nos OKR. Est-ce que cette idée est alignée avec notre vision, la North Star, avec les objectifs qui résultent actuels? Et tout ça va nous permettre en fait de prioriser cette initiative. Donc, on utilise un score qui est le score RICE, c'est-à-dire le reach fois l'impact fois la confidence divisée par l'effort. Donc, le reach, ça va par exemple être le nombre d'utilisateurs qui sont concernés par cette initiative. L'impact, c'est dans quelle mesure on va faire bouger ce qu'on veut mesurer sur ces utilisateurs. La confidence, ça va être la confiance qu'on a dans le reach et l'impact et l'effort, quel effort il faut pour développer une solution sur cette pain point. Et à la fin du trimestre, on va venir en fait regarder tous les scores RICE de ces initiatives. On va sélectionner des candidats pour les faire entrer dans la roadmap. Donc, on fonctionne, notre roadmap fonctionne en now, next, later. Donc, lorsque à la fin du trimestre, les candidats sont sélectionnés pour entrer dans la roadmap, ils vont arriver dans la colonne later, dans laquelle ils sont priorisés selon leur score RICE. Et on va venir prendre l'initiative la plus prioritaire et la faire bouger dans la colonne next à partir du moment où on est capable de commencer une product discovery. Ça, je reviendrai dessus juste après. Et l'initiative va passer dans la colonne now au moment où on commence les développements. Donc, lorsque je disais sur la product discovery, donc la product discovery, c'est un moment où l'initiative passe en next. Ça va être le moment où le
reste de la squad va commencer à intervenir de manière beaucoup plus forte. C'est-à-dire que sur les étapes précédentes, c'était surtout le PM qui lidait ces étapes, bien que tous les autres membres de la squad peuvent venir nourrir une initiative avec des insights. Lors de la Product Discovery, là, il y a vraiment un gros travail d'équipe qui est fait entre le PM, le Solution Manager, le Product Designer et le Product Data Analyst. L'idée, ça va être d'aller, avec le Product Data Analyst, d'aller récupérer des insights avec potentiellement aussi l'équipe Product Marketing d'aller récupérer une analyse de la concurrence, avec le Product Design de faire des user research, des interviews, pourquoi pas faire des surveys. Les solution managers vont plutôt se concentrer sur les contraintes qui peuvent exister, sur comment on peut déjà un peu orienter la discovery là où c'est qu'on pourra avoir de l'impact. Voilà, l'idée, ça va être de cadrer le problème, de lister les contraintes qui peuvent exister et également de se fixer des key results qui vont nous permettre ensuite de prendre la décision s'il faut itérer ou pas lorsqu'on mesurera l'itération. Et c'est seulement une fois qu'on a fait ce travail qu'on va commencer à réfléchir à la solution. Et ça, c'est Lucie qui va vous expliquer ça. Yes. Donc, effectivement, comme l'a expliqué Ulysse, l'initiative, c'est vraiment concentré sur quel est le vrai problème, quel est le bon problème auquel s'attaquer. Et là, deuxième étape, quelle est la solution? Donc là, le process qu'on vous montre, c'est vraiment sur, comme on dit, les gros blocs de la roadmap. Donc souvent, on a introduit en fait cette étape de solution pour avoir une première étape qui est de s'accorder sur le périmètre. Donc avant de rentrer dans les détails du design, etc., on prend un moment pour s'accorder tous ensemble sur le scope que va recouvrir cette solution. Donc, ça prend la forme d'une solution discovery. On a pris un vrai exemple, mais on a dû flouter un petit peu les éléments, mais comme ça vous donne une idée de la documentation qui sort de cette solution discovery. Mais voilà, l'idée, c'est une étape qui est menée par le Solution Manager et le Product Designer et on définit le périmètre, les use cases qui vont être répondus auxquels on va répondre dans cette solution. La priorisation des use cases aussi, must have, should have, nice to have, etc. Et tout ça, ça va nous permettre de découper le bloc solution en plusieurs blocs itérations. Parce que l'idée, en fait, c'est de passer, donc comme vous voyez sur le petit schéma, de passer d'un gros bloc solution, d'un bloc assez monolithique, à plusieurs blocs itérations. Et donc, on en revient à cette idée de pouvoir livrer de la valeur en plusieurs fois, plutôt que d'attendre d'avoir un gros bloc qui est prêt. Donc voilà, on découpe en plusieurs itérations. Une itération, ça peut en couvrir un ou plusieurs use cases. Évidemment, il y a des use cases qui parfois sont assez liés et peuvent être difficilement séparés. Et le résultat de ça, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un commitment chez nous, donc une sorte de checkpoint avec toute la squad, où on arrive avec notre découpage en itération, tous nos use cases, et c'est un moment où on se rassemble tous en synchrone et on recueille d'éventuels retours, warnings, feedback. C'est un moment pour lever les incompréhensions, répondre aux warnings, éventuellement rattraper des éléments qu'on aurait oubliés ou des choses pas faisables, etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, à la suite de ça, la solution est committée dans un magnifique franglais, mais tout le monde s'engage à partir sur cette solution. C'est-à-dire que collectivement, la squad dit oui, c'est ce qu'on va développer au final. Donc là, on parle du périmètre de la solution. Et ensuite, on passe au niveau d'après. Donc là, on rentre en fait dans le détail. Donc, le niveau d'après, l'itération. Le but, c'est de concevoir la bonne solution. Évidemment, tout ce qui s'est passé avant, initiative, solution, vient nourrir ces étapes-là.
Et l'initiative et la solution ne sont faites en fait qu'une seule fois pour toutes les itérations. Et du coup, à cette étape-là, l'idée, c'est de dérouler les itérations les unes après les autres. Donc, ça commence par une étape de product design. Donc là, c'est pour nous, les product designers, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait, même si on a participé à pas mal d'étapes avant. Donc, on a un process qui suit les étapes du design thinking. On a un template qui, du coup, est propre à cette étape-là pour nous. D'ailleurs, il est open source et on avait fait un article dessus l'année dernière. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais partager le lien de l'article également. Et donc, c'est une étape qui est pour les designers, également importante pour les UX writers aussi, qui sont impliqués aussi éventuellement dans la recherche, dans les tests, etc. Parce que pour elles, c'est super important pour construire leur contenu. Mais ce n'est pas une étape qu'on fait un peu tout seul dans notre coin. C'est aussi au besoin un process dans lequel on peut impliquer la squad, les équipes métiers pour co-création, idéation, consultation. Voilà. Ça peut être vraiment, comme tout travail design, au besoin, ça peut être très collectif. Le résultat, ce sont donc des maquettes haute fidélité parce que pour la même logique que le bloc du dessus qui est la solution, pour chaque itération, on va faire à nouveau ce checkpoint, ce commitment avec la squad. Donc, on va présenter le design à la squad, on va recueillir les feedbacks, les warnings, on va avoir des discussions faisabilité, on va à nouveau éventuellement rattraper les oublis, les edge cases auxquels on n'aurait pas pensé, etc. Donc, c'est pour ça que c'est un moment super utile pour toute la squad, autant designers que développeurs que QA, pour pouvoir s'aligner. Et l'idée en fait de ce commitment, qui est un concept super important chez nous, c'est que la squad, à la fin, à nouveau s'engage et entre guillemets ne revienne pas après coup sur ce qui a été commité pendant cette étape. Évidemment, il y a toujours des exceptions et si besoin, des ajustements, mais en règle générale, et on s'y tient plutôt bien, c'est de se dire OK, on a commité sur ce design-là, c'est donc ce qu'on va développer. Donc ensuite, c'est développé. Nous, on fonctionne en Scrum, donc en sprint de 2 semaines. Donc, une itération égale un ou plusieurs sprints. Souvent, il y a au moins 2 sprints, un back, un front, mais ça dépend de comment ont été découpées les itérations. Et à la fin, on a la quality review. Donc là, sur la chaîne, sur la chronologie, on l'a mise à la fin parce que c'est effectivement le dernier check. Mais l'idée, c'est que c'est quand même beaucoup plus infusé dans chaque étape. Parce que c'est aussi un travail qu'on a fait en 2021, de se dire c'est plus seulement le quality engineer qui est le seul garant et check à la fin, mais c'est chacun dans son métier, les designers, les développeurs, qui sommes garants de la qualité que notre travail porte. Donc on a des critères de qualité, je vous ai mis quelques exemples ici juste pour vous donner des idées, mais c'est quelque chose d'un peu plus détaillé. Et donc, du coup, on vérifie que c'est effectivement en accord avec notre critère de qualité, ce qui a été développé, mais aussi que c'est conforme, du coup, à ce fameux commitment qu'on a fait tous ensemble. Et je laisse Ulysse détailler la dernière partie. Ouais. Donc, une fois que l'itération est en ligne, on va venir l'analyser, en tout cas essayer de mesurer si on a effectivement répondu aux problèmes qu'on s'était donnés. Donc, l'idée dans la mesure de l'itération, c'est de travailler, c'est que le PM et le Product Data Analyst vont travailler en commun pour aiguiller en fait la décision sur la nécessité d'itérer ou non. Donc, on va produire des dashboards pour analyser les résultats. Ça sera via tableau ou amplitude. On va communiquer ces résultats dans des reportings. Voilà. En cas si jamais les success metrics ne sont pas atteintes, on va prendre la décision d'itérer. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, le process sera beaucoup plus light que tout ce process qu'on vient de détailler.
l'idée, c'est de pouvoir itérer facilement, sachant qu'on a déjà fait une très grosse discovery sur le sujet. Donc, on est quand même confiant sur l'ensemble du sujet. Voilà, c'était la dernière étape de notre process produit et je vais laisser Lucie conclure. Voilà, avec cette slide très scolairement appelée conclusion. Voilà, pour vous faire du coup un petit retour d'expérience sur là où on en est aujourd'hui avec ce process. Ce que ça nous permet de faire aujourd'hui, c'est déjà de la rationalisation. Comme vous l'avez vu, ça nous permet quand même d'avoir beaucoup de garde-fous. C'est un process qui peut sembler long quand il est déroulé comme ça en une seule fois sur une présentation à la suite, mais c'est en fait des temps différents. Il y a des temps qui sont un peu plus long terme, il y a des itérations qui suivent des rythmes de quelques sprints, etc. Et le fait d'avoir quand même tous ces garde-fous nous permet de faire le tri au fur et à mesure. Donc j'ai que d'éliminer ce qui n'apporte pas de valeur. Parce que justement tout ce qui est fait dans les premières étapes pour s'assurer qu'on répond aux bons problèmes, pour s'assurer qu'on a bien le bon scope, pour s'assurer que toute la squad est OK, etc., c'est du temps gagné pour après, pour ne pas se retrouver un peu le bec dans l'eau à un moment et voir qu'on a fait complètement fausse route, mais le voir très tard. Au niveau de la collaboration, donc on l'a dit, ça permet d'impliquer l'ensemble de la squad tôt. Comme on vous l'a montré, il y a des checkpoints qui sont faits assez tôt. On n'a même pas encore commencé le design, voilà, au sens design thinking, etc. Donc, ça nous permet d'avoir plusieurs cerveaux qui réfléchissent à une même problématique et que même si en tant que product manager ou product designer, on est honneur de chacun de nos étapes, on a quand même d'autres regards sur ce qu'on fait et éventuellement des avis contraires, des warnings, etc. Et c'est aussi un process qui est en amélioration continue. C'est un process qui, en fait, les racines de ce process, ça a commencé il y a des années. En fait, les différentes parties qu'on assemble au fur et à mesure existaient déjà sous d'autres formes et on itère en permanence. Là, aujourd'hui, c'est le process tel qu'il est. Dans 6 mois, il sera peut-être un peu différent sur certaines étapes. Donc, c'est aussi la force d'appliquer ce process et de le construire à plusieurs. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Génial. Moi, j'ai plein de questions, mais malheureusement, vous êtes beaucoup à en avoir posé, donc je vais prioriser vos questions au public. Et on va ouvrir le mic à Farah, parce que tu as posé plusieurs questions. Je vais te laisser condenser un peu tes 3 ou 4 questions. Tu peux prendre la parole. Et enchaîner si tu es toujours avec nous, Farah. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien, tu peux y aller. Oui, bonjour. Alors, je sais plus, il faudrait que je relise mes questions. Oui, la première, c'était sur la répartition des squads et notamment de l'équipe produit. Enfin, le product design, dans une des premières slides que vous avez montré, c'est dans l'équipe tech, en fait. Et ça m'a un peu questionné. Je crois que du coup, j'étais pas la seule. Je voulais savoir s'il y avait une raison pour laquelle c'était placé dans l'équipe tech et non dans l'équipe produit. Oui, c'est vrai que je suis passée un peu vite dessus, c'est vrai. Au départ, c'est historiquement, ça s'est fait comme ça, parce que au départ, il y avait, quand c'était très petit, il n'y avait que l'équipe tech, c'est le CTO qui a commencé à recruter des designers, et donc ça s'est intégré de cette manière-là. Et on l'a gardé comme ça. Alors, le CTO expliquerait ça mieux que moi, mais ça nous permet en fait de faire un peu un parallèle entre la manière dont les devs fonctionnent et dont nous, on fonctionne. Et on essaye en fait de calquer un peu nos fonctionnements. Par exemple, les devs, ils ont souvent des code reviews. Donc, nous, on essaye de prendre un peu ces best practices-là et du coup, de fonctionner un peu de manière similaire dans la limite du possible. Voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question. Je crois qu'il y a Audrey qui répond aussi. Ah oui, alors dans le chat.
Donc Audrey Hack dans le chat est notre design director. Donc, et elle dit, et en vrai, que le design soit rattaché à la tech ou au produit, dans tous les cas, il y a des points à créer. Et tout à fait. De toute façon, comme vous l'avez vu, on fonctionne énormément ensemble au quotidien. Donc, ça n'empêche pas la collaboration, puisque la collaboration se fait au sein de la squad. Moi, de mon côté, dans la boîte où j'étais précédemment, le design n'était pas attaché à la tech, mais je vois pas de différence dans la manière dont je collabore avec les designers, notamment avec Lucie. Yes. On a eu des questions de Céline et Quentin sur comment vous évaluez l'impact. Céline demandait, quand vous faites l'étude d'initiative, en utilisant le RICE, comment est-ce que vous mesurez l'effort si vous n'êtes pas encore intéressé à la solution en amont? Et Quentin sur l'impact, qui a l'ownership de l'évaluation de l'impact? Alors sur l'effort, c'est une estimation très grossière qui est faite. Si besoin, on va pouvoir en discuter avec des pistes de solutions avec le solution manager et Lucie. Ça va pouvoir nous aiguiller. Mais voilà, l'idée, c'est pas du tout d'entrer dans le détail, c'est plutôt de se dire ce sujet, s'il fallait le résoudre, si on avait des solutions en face, est-ce que ça serait quelque chose qui nécessiterait énormément de ressources ou pas, quoi. Et sur la deuxième question qui était autour de l'ownership de la mesure, c'est le product manager qui est responsable de la mesure. En revanche, il y a le product data analyst qui intervient. Et fait sans lui, je pourrais pas, enfin, il y a certaines mesures et analyses que je serais pas capable de faire, quoi. On a une question d'Amel. Est-ce que tu veux prendre le micro, Amel? Tu voulais savoir au niveau des parties prenantes, est-ce que vous élargissez un peu le scope? Je te laisse développer ta question. Non, c'est exactement ça. Déjà, merci pour votre intervention. Et ma question, c'était effectivement, à quel moment de votre process vous intégrez les autres parties prenantes de l'entreprise, par exemple les learning managers ou autres, ou même en fait les personnes qui sont à l'origine de l'initiative? Est-ce que vous les réintégrez à un moment dans le process? Ouais, en fait, même à toutes les étapes, que ce soit au moment, dès le moment où on va récolter l'idée, en fait, pour pouvoir évaluer sa pertinence, forcément, on va en discuter avec la personne qui a levé l'idée. Que ce soit dans le radar, au moment où on va faire cette live discovery, on va également impliquer la personne. Dans la product discovery, encore plus. Et Lucie, je te laisse peut-être parler au niveau solution, mais globalement, toutes les étapes. Dans le process design, et d'ailleurs, ça me permet aussi de faire le pont entre d'autres questions qui sont un peu en parallèle sur à quel moment la solution est confrontée aux utilisateurs. C'est vrai que je ne suis pas entrée dans le détail du process design, mais dans nous, notre template et nous, notre process, il y a effectivement déjà ce côté intégrer d'autres parties prenantes. Si ça a été déjà super bien fait en amont, pendant la solution, etc., ce n'est pas forcément besoin de ressolliciter tout le monde. On ne fait, d'où l'importance du travail en amont, on ne fait que reprendre les éléments qu'on a récoltés. Mais s'il y a encore besoin de clarifier des points, ça fait partie de notre process en tant que designer, d'aller reclarifier les points qui manquent pour cette itération précise. Et ensuite, dans ce même process design, il y a évidemment donc de la recherche utilisateur, idem si on n'a pas encore toutes les réponses en amont, et des tests utilisateurs qui sont faits à chaque fois pour toutes les itérations. Donc, je réponds en même temps à d'autres questions que je voyais. Comme je l'ai un peu évoqué, mais on a fait un article précisément sur notre template design qui pourrait un peu venir compléter cette présentation si ça intéresse. Cool, ouais, on peut mettre le lien si vous voulez. Pardon, vas-y. Ouais, je compléterai aussi sur le fait de, en fait, toutes les étapes du process produit sont documentées sur Notion. Tout le monde dans la boîte a accès à Notion et tout le monde l'utilise en fait. Donc ça permet vraiment à n'importe quel stakeholder de pouvoir voir où en est son idée, de pouvoir voir ce qui a été récolté, de pouvoir commenter aussi.
et quand même une certaine culture de la transparence où, à l'issue des différentes étapes, on va pouvoir communiquer dans des channels Slack sur les résultats de la discovery qui ont eu. Donc, ça donne l'opportunité aussi à des personnes qui n'auraient pas été impliquées dans la discovery de donner leur avis si par mégarde on les a oubliés. Justement, Martin, je vois que tu as voté pas mal de questions et tu as aussi pris la peine de faire une grosse question autour de cette notion d'intelligence collective. Est-ce que tu veux prendre le micro et nous en dire un petit peu plus sur ce que tu voudrais voir expliquer? Martin, voilà. Oui, Ouais. je suis là, pardon. Non, c'est juste que j'étais un peu surpris parce que je trouvais qu'on vous détaillait très bien le process produit qui a été mis en place chez Open Classroom, qui est un peu le process produit cible dans beaucoup de boîtes, pas seulement chez Open Classroom. Mais j'ai l'impression qu'on ne discutait pas tant que ça de comment est-ce qu'au final, dans les équipes, on garantit qu'il y ait une bonne collaboration au-delà juste d'un process, quoi, dans la manière d'échanger, la manière de créer, je sais pas, une culture de squad, je sais pas, des choses comme ça. J'ai l'impression que finalement, on essaie quand même, au-delà d'un process, on se retrouve dans des équipes où il y a de l'humain, des gens qui n'ont pas les mêmes affinités, je sais pas, par exemple, peut-être avec des développeurs qui n'ont pas trop d'affinités produits ou autres, des tensions, du stress, etc. Et je me demandais, est-ce que vous avez déjà fait face du coup un peu à des fails? Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Et dans ce cas-là, où le process ne marchait pas, où il n'avait pas été suffisant, qu'est-ce que vous aviez fait pour faire en sorte de rectifier le tir et que du coup tout se refasse bien et qu'il y ait une meilleure ambiance de travail? Je vais commencer, je laisserai Ulysse. Oui, j'allais juste dire qu'avec 3 mois d'ancienneté, j'ai eu la chance de ne pas avoir à être confronté à ça. Je vais essayer de répondre un peu à tous les éléments, mais déjà le côté, en fait, on a le process est fait pour qu'il y ait ces moments d'échange, donc notamment avec les commitments, etc. C'est pas c'est pas un moment un peu en l'air, etc. C'est vraiment, on demande aux développeurs d'apposer en fait une validation et de dire oui. Et en fait, du coup, ça les engage eux. Donc là, je prends l'exemple des développeurs parce que c'est le plus parlant, parce que c'est surtout eux qui sont impactés par la faisabilité, etc. Et du coup, ça donne lieu à beaucoup d'échanges. Vraiment, les moments de commitment, c'est des moments qui sont souvent très riches, qui sont parfois même en plusieurs fois. Enfin, un premier commitment, on se rend compte qu'il y a encore des choses à régler, on retravaille, on refait un commitment, tant que tout le monde n'est pas d'accord. Et après, nous, dans nos valeurs chez Open Classrooms, on en a une qui est Tell it as it is. Donc, vu que notre langue, c'est l'anglais, parce qu'on a beaucoup de non-francophones. Et du coup, la transparence dans la communication, etc., c'est une valeur super importante dans l'entreprise qui fait partie des valeurs qui sont un peu sondées au recrutement, etc. Donc, de manière générale, tout le monde est très à l'aise avec l'idée d'intervenir, de poser ses questions, de partager ses inquiétudes, etc. Donc, vraiment, la communication au sein des squads, moi, j'en ai fait 2 différentes. Elles sont souvent très fructueuses. Je pense que ça passe par ce process qui oblige à s'engager un petit peu et pas juste à recevoir la solution, et par la culture d'entreprise qui encourage aussi ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à l'ensemble de ta question. Oui, en partie. Vas-y, Martin. Okay. Non, enfin, je suis pas un expert Enfin, moi, j'ai des potes qui travaillent sur l'intelligence collective, j'ai déjà entendu des gens en parler. Et j'avais l'impression qu'il y avait des concepts un peu particuliers qui n'étaient pas forcément des concepts très produits ou de process tels qu'on les exprime aujourd'hui et que je connais déjà. Et donc, je pensais j'imaginais avoir des exemples en plus, mais peut-être que je me trompe et qu'au final, c'est pas forcément des choses qui sont très applicables aux produits. Ouais, il y a peut-être effectivement ça recouvre, c'est peut-être un terme consacré qui recouvre aussi des choses très précises qu'on n'a pas abordées là, mais il y a aussi, ça me faisait juste penser à un dernier point qui est que on peut aussi faire, ça arrive souvent qu'on fasse de la co-création aussi, notamment quand on design des choses un peu plus techniques, des choses d'admin, etc., où on sait que la faisabilité technique va être
un point super important. On peut co-créer avec eux via des workshops, des choses comme ça. C'est-à-dire avec les équipes ou avec les Avec utilisateurs? la squad, ouais. Avec la squad, ok. C'est possible aussi avec les stakeholders pour le coup, pour des sujets qui sont beaucoup plus métiers que techniques. Mais on est assez autonome sur la façon de faire. Donc on a plein d'outils à notre dispo et on choisit le plus adapté. Ok. Il y a Jérémy aussi qui commentait en disant qu'il y avait des rituels de squad comme la rétro, par exemple. Oui, pour la culture de squad, oui, on a effectivement kick-off de sprint tous ensemble, rétro de sprint tous ensemble. On a pas mal de moments où on se retrouve. Des petits moments aussi, on est quasiment tous en remote, donc c'est beaucoup via Google Meet, etc., mais aussi des moments plus informels de coffee, voilà. Des moments où on essaye de garder le lien autre que travail. Ouais, on a plein de questions. On demandait aussi comment fonctionne votre ID Box. C'était une question de... Ouais, c'est une table Notion dans laquelle on vient loguer les idées. Alors, on a quelques colonnes supplémentaires, mais globalement, c'est une table Notion qui nous permet de recevoir les idées. Ensuite, on va, en fonction de l'idée va être affectée à un product manager en fonction de sa squad, qui va ensuite avoir l'ownership de cette idée, de devoir répondre aux stakeholders dans un délai d'1 mois sur la pertinence ou pas pour intégrer cette idée au radar. Mais globalement, c'est... Le Classroom peut venir poser ces questions-là. Ouais. Et Céline demande comment vous documentez justement ces étapes au fur et à mesure. Est-ce que vous écrivez quelque part les choses ou c'est dans la même... Tout est dans Notion. Tout est dans Notion. On a juste des tables différentes. On va avoir une table pour la e-box, on va avoir une table pour le radar, une table pour les initiatives de la roadmap. Et tout est relié les uns avec les autres, donc on peut naviguer d'une à l'autre facilement. L'idée d'avoir tout dans Notion, c'est, initialement, tu me corriges, Lucie, il me semble qu'il y avait beaucoup de choses dans Confluence. Mais l'idée d'avoir tout dans Notion, c'est que en fait, c'est le wiki de l'entreprise, donc tout le monde a déjà accès à Notion. Tout le monde complète Notion, donc tout le monde a accès très facilement. On n'a pas besoin d'avoir à demander des accès pour aller voir ce qu'il y a dans la roadmap ou même ce qu'il y a dans les idées de la roadmap. Ouais, pour l'instant, avant, on avait tout dans Confluence, qui du coup est relié à Jira, donc ça nous permet de faire des ponts. Du coup, là, on l'a un peu séparé. Tout ce qui est effectivement plutôt dans l'étape initiative, etc., et dans Notion, pour justement ce qu'expliquait Ulysse, le fait que tout le monde puisse y accéder. Et après, quand on rentre dans les phases plus de build, l'itération, etc., on est dans Confluence parce que du coup, c'est relié à Jira, ça fait tout ça dans un même environnement. Pour l'instant, c'est la solution à laquelle on est arrivé. C'est typiquement le genre de choses qui peut encore un peu varier, mais ça nous permet en fait de nous adresser à chaque fois au public intéressé, à la partie plus stakeholders et puis après la partie plus échange entre nous, designers, développeurs, quality. Mais par contre, effectivement, tout est documenté d'où l'intérêt pour garder l'intérêt d'avoir fait en amont ces étapes de initiative, solution, et que ça puisse nourrir tout le reste. Parce que si on n'a rien documenté, on perd tout ce travail. Et du coup, c'est la cata. On va prendre une dernière question avant de conclure. Marina, tu avais une question sur les rituels et la culture produit. Est-ce que tu veux prendre la parole pour la poser? Oui, bonsoir tout le monde. J'avais une question sur les rituels. Ouais. Est-ce que, avec d'autres pôles, je ne sais pas ce que vous avez exactement chez vous, mais des sales potentiellement, des customer success, est-ce que vous avez mis des choses en place qui les poussent à vous faire justement remonter peut-être des feedbacks? Alors, je pense surtout aux sales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire parfois avec des prospects. Est-ce que voilà, il y a des choses que vous avez mis en place pour qu'ils puissent facilement vous reporter un petit peu tout ce que eux peuvent entendre, que vous ne pouvez pas entendre parce que vous êtes plutôt à la partie tech, quoi. Ouais, Lucie, sur toute la partie feedback, Enjoy HQ, je te laisse
te laisse Ouais. répondre. Bah, enfin, déjà, en termes de process humain, on va dire, par exemple, dans la squad B2B, qui s'occupe donc des outils qui sont mis à dispo de nos clients qui sont des entreprises, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent Open Classrooms comme solution de formation en interne. On a un point hebdo avec l'équipe Customer Success, qui est un point où eux nous remontent leur feedback et nous, on communique sur les prochaines échéances à venir, les prochaines mises en ligne, l'évolution de la roadmap, etc. Donc ça, dans la squad student experience, on essaie aussi d'automatiser ça, mais il y a beaucoup plus de parties prenantes. Donc c'est un peu plus au fil de l'eau en fonction des besoins. Donc il y a cette partie humaine. Et puis il y a effectivement le fait que quand alors là, on passe à un autre pan de design qui est plutôt la user research, mais on essaye de mutualiser tous les feedbacks qu'on reçoit, qu'on voit passer aussi, parce que sur Slack, on voit passer aussi beaucoup de choses, dans un repository de user research. Donc, on utilise un outil qui s'appelle EnjoyHQ et ça nous permet de construire au fur et à mesure. Donc là, c'est la première année en 2021 qu'on l'utilise. Ça nous permet de construire au fur et à mesure une sorte de grande librairie de grande bibliothèque plutôt, de tous les retours qu'on récolte par-ci par-là pour à la fin pouvoir agréger de la quantité et pouvoir s'appuyer sur ça. Et je ne sais pas si tu veux compléter, Ulysse. Ouais, je voulais rebondir sur les channels Slack qui en fait, on reçoit régulièrement des feedbacks de différentes sources, que ce soit l'app ou que ce soit des feedbacks envoyés par email. Et en fait, ça crée l'opportunité toute personne dans la boîte de rebondir sur ces feedbacks. Et du coup, ça génère des discussions autour des besoins. Donc, les discussions sont générées par les feedbacks qui sont envoyés et donc on peut voir passer aussi des insights de cette manière-là. Super. Écoutez, on est même un peu dépassé le temps. Je vais quand même vous laisser conclure sur peut-être un petit mot sur ce qui se passe en ce moment chez Open Classroom côté recrutement. Est-ce que vous voulez me dire un mot là-dessus? Éventuellement, mettre un petit URL dans le chat. On va aussi vous remettre avec Pauline les petits liens utiles côté TPC. Et je vous laisse la main pour la partie recrutement. Ouais, merci. J'ai vu effectivement plein d'autres questions passer. N'hésitez pas aussi, si vous voulez en discuter, à nous contacter. Si vous avez aussi des retours sur tout ça, comme on l'a dit, c'est un process qui est mouvant quand même, qui s'ajuste au fur et à mesure. Donc, si vous avez envie d'en discuter, de partager ce que vous faites de votre côté, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, par exemple. Et effectivement, on recrute, et on recrute beaucoup. Donc, on recrute Product Manager, Senior Product Director, Product Data Analyst, Senior Product Designer. Donc, je pourrais vous remettre le lien dans le chat. Et sinon, on est aussi sur Welcome to the Jungle. Je ne sais pas si nos différents managers ici présents veulent rajouter quelque chose. J'ai vu leur nom passer dans les réponses. Merci à eux. Mais en tout cas, voilà. Sachez qu'on recrute souvent design, produit, développeurs aussi. Voilà. Génial. En tout cas, vous avez beaucoup de messages de remerciements là dans le chat. Beaucoup de gens qui ont adoré la présentation, qui connaissent du coup maintenant tous sur l'organisation. Mais vous pouvez continuer à connecter avec Lucie et Ulysse et aller leur poser vos questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live chez TPC. Voilà, vous pouvez aussi nous rejoindre pour continuer à recevoir les lives et les ressources. Et encore merci à tous. À très bientôt. Et